Bonjour à tous, je suis ravie donc de vous rejoindre sur ce nouvel épisode donc de notre podcast My Air, My Power. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Ophélie Mézineau. Ophélie, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour notre communauté? Dis-nous qui tu es, ce que tu fais, etc. etc. Alors, je m'appelle Ophélie Mézineau, j'ai 23 ans. Actuellement, je suis mannequin, créatrice de contenu. J'ai aussi repris des études, mais auparavant, j'ai été élue Miss Guadeloupe, première dauphine de Miss France et première dauphine de Miss Monde. Et je suis donc Miss Monde Europe aussi également. Waouh, que d'aventure. On commence effectivement à recevoir pas mal de personnes et ton parcours est très intéressant et aujourd'hui on voulait aborder avec toi justement tout simplement comment porter fièrement son cheveu afro dans le monde de l'influence et plus particulièrement aussi du mannequinat. Donc aujourd'hui j'aimerais vraiment aborder ce sujet, mais avant de rentrer dans ta carrière professionnelle, j'aimerais un petit peu que tu me parles de toi, comment a été ton enfance, comment ça s'est passé toi et tes cheveux sur cette période de la vie qui peut être l'adolescence ou l'enfance, qui peut construire chacun et chacune de nous. Alors moi j'ai eu une enfance qui a eu ses difficultés, ses moments de joie. Tu as grandi en Guadeloupe ? Non. T'as grandi où ? Alors, je suis née à l'île de la Réunion, parce que ma mère est réunionnaise et mon père est guadeloupéen. Donc, je suis issue de ces deux métissages. Donc, je suis née à l'île de la Réunion. J'ai aussi grandi dans les Pays de la Loire pendant 10 ans. Donc, j'y suis arrivée j'avais quel âge ? J'avais 2 ans et demi. J'ai été dans une famille, en fait, ma mère est réunionnaise claire de peau, métisse, et avec mon beau-père qui est blanc. Je suis arrivée dans un petit village... dans les Pays de la Loire où j'étais la seule métisse, où j'avais au final 2 parents blancs et où je connaissais pas mon père biologique. Donc t'étais la petite adoptée. Exactement. Voilà. Alors tout le monde pensait que t'étais adoptée. Tout le monde pensait que j'étais adoptée. Ma mère est aussi en situation de handicap. Elle est sourde. Donc j'étais la petite métisse. Les gens pensaient que j'étais adoptée et j'étais fille d'une maman en situation de handicap. Donc, mon enfance à l'école a été très, très, très difficile. Les enfants sont cruels en plus. Les enfants sont cruels et notamment le rapport avec mes cheveux et ma couleur de peau a été compliqué parce que moi, vivant dans un environnement en fait blanc, clairement, je ne réalisais pas forcément que j'étais noire. Faut dire les choses. Tu réalisais pas ta différence. Non. Jusqu'au moment où on t'a fait réaliser que t'étais différente. Exactement. C'est-à-dire à l'école, surtout à la maternelle, clairement, c'était, on ne veut pas jouer avec toi parce que ta peau est noire. J'ai encore ces souvenirs toute petite de 2-3 ans et pourtant normalement à cette époque-là on s'en souvient pas, mais ta peau ressemble à du caca, tes cheveux tu ressembles à un mouton et ça a été comme ça toute mon enfance. Et du coup, jusqu'au moment, en fait, ma mère, elle a des très très beaux cheveux frisés. C'est une réunionnaise avec des longs cheveux frisés. C'est toujours très bien occupée de mes cheveux. Donc c'était elle ta représentation de la femme, en fait. C'est ça. Mais quand même, c'était pas assez pour que... je subissais tellement le racisme, en fait, au quotidien. Et ceci pendant toute mon école primaire, qu'à un moment donné, en CM2, je crois, je m'en souviens, j'ai craqué et j'ai dit à ma mère que je voulais avoir les cheveux lisses. Et donc... Encore t'as tenu jusqu'au CM2. Ouais, c'est ça. Et parce qu'après, elle a toujours pris soin de mes cheveux, elle m'a toujours dit qu'ils étaient beaux. C'est ça, même mon beau-père, qui était un breton, quoi, il m'a toujours dit que j'étais magnifique, que j'avais toujours de très beaux cheveux. J'ai pas eu ce problème-là, même dans mon cercle familial. Ouais. Jamais personne ne m'a rabaissé. Par contre, à l'école, ça a été vraiment l'horreur, en fait. C'était... Le problème dans ces moments-là, c'est que tu peux avoir un entourage familial, mais c'est de l'amour maternel, paternel, et du coup, au bout d'un moment, c'est plus assez. C'est ça, c'est exactement. Plus assez pour compenser ce que tu vis, le harcèlement que tu vis de l'autre côté, le quotidien. Exactement. Donc, j'ai passé l'étape du défrisage. L'étape du défrisage en CM2. Pourtant, j'avais des très, très longs cheveux frisés qui m'arrivaient jusque dans le dos, mais du coup, là, c'était la première fois que je me sentais jolie. Parce que j'avais les cheveux lisses, je ressemblais aux filles qui étaient dans la masse. Exactement, je ressemblais aux filles dans les pubs. Ouais. Clairement, aux boîtes de défrisage, c'est les filles sur les boîtes de défrisage, on voulait toutes leur ressembler. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Avec les nœuds là dans les cheveux ou la mèche sur le côté, l'arrêt. Exactement. Ouais. Et jusqu'au jour où c'est le défrisage de trop.
et qui me brûle le cuir chevelu et que je perds en fait, je crois que c'était au collège où je perds en fait des masses de cheveux. Dès que je passe ma main dans mes cheveux, en fait je perds des centimètres et des centimètres de cheveux. Et là je me dis que je tombe sur une photo de Tina Tunake. Oui. Tina Tunake qui à l'époque, je m'en souviens, j'étais jeune, j'avais 12-13 ans, elle devait avoir 5000 abonnés sur Instagram. Et je la trouve incroyablement belle avec son afro. Moi, qui est toujours aussi belle, d'ailleurs. Je suis fan, je bave sur ses photos, excusez-moi, j'ai des travers. Elle en fait partie. Son frère aussi a des cheveux incroyables. Ah ouais? On va aller regarder le frère. Je rigole. Si, tu peux. Non, il a des cheveux incroyables aussi. J'irai regarder et je tombe sur cette photo et je me dis, mais en fait, je veux avoir les mêmes cheveux. Je veux ça. Et je dis à ma mère que c'est fini, je ne veux plus faire de défrisage et que je me laisse une période de transition qui a duré pendant au moins 2-3 ans au collège. Et arrivé au lycée, j'ai coupé tous les bouts lisses et c'était parti pour ton afro, ton célèbre afro. Pour mon afro et puis mon nouveau moi en fait. C'était voilà, ça faisait, j'avais l'impression de renaître, c'était vraiment moi, c'était vraiment mes cheveux et puis à ce moment-là, j'ai déménagé en Guadeloupe aussi. J'ai déménagé en Guadeloupe. Tout a coïncidé. C'est ça. Ouais. Je voyais des filles qui me ressemblaient, même s'il y avait beaucoup de défrisage, même si c'est encore très présent chez nous. Mais je voyais quand même des jeunes filles de mon âge qui portaient l'afro fièrement ou qui avaient leurs cheveux naturels fièrement. Donc, En fait, ce que tu dis, ça attire l'œil finalement sur une situation que beaucoup de personnes rencontrent, c'est le sentiment d'appartenance et la représentativité. Et quand nous, on a travaillé sur la campagne My Hair, My Power, il y a un moment où on s'est posé des questions sur quel était le type de visage et de cheveux qu'on veut mettre en reflet, parce qu'en fait, on voulait tellement bien faire, on voulait tellement que tout le monde se sente appartenir à la communauté que en fait, c'était très difficile. Et c'est pas juste avec 5 visages et 5 portraits que tu peux mettre en avant toute cette diversité capillaire et faire en sorte. Mais moi, mon truc, c'était, j'aimerais que quelqu'un regarde cette photo et se dise, moi aussi, je suis comme elle, moi aussi. C'est quelque chose qui m'a terriblement manqué, pendant mon enfance. T'as un sentiment de solitude extrême. Exactement. Et quand tu cherches à regarder la télé, à l'époque, c'était que des lissages ou des perruques ou des laces et tout le monde était lisse. Ou métissé avec cheveux lisses, et du coup c'est vrai que au bout d'un moment tu te dis pas que le problème c'est la société, le manque de représentativité, parce que forcément tu n'as pas forcément la maturité émotionnelle pour avoir ce type de réflexion. C'est ça. Donc du coup la seule personne sur qui tu as le contrôle c'est toi-même. Et donc c'est comme ça que ça finit avec des jeunes filles comme toi qui en CM2 se défrisent les cheveux. C'est extrêmement tôt. En CM2 on a entre 9 et 10 ans. C'est tragique. C'est ça. Et donc il y a des parents qui refusent, et moi j'ai eu cette chance entre guillemets d'être élevée par ma grand-mère et qui me disait le défrisage c'est quand tu seras majeur et vacciné, c'est pas avant 18 ans. Donc en fait moi j'ai été préservée malgré moi jusqu'à 18 ans et c'est pas l'envie qui m'en manquait. Et de l'autre côté, il y a des parents qui se retrouvent effectivement devant un problème et qui, parce qu'ils veulent voir leurs enfants retrouver le sourire et être plus heureux, ils craquent, même s'ils savent que c'est pas forcément la meilleure solution. Donc, il faut se rendre compte de ce problème-là, c'est le manque de représentativité peut détruire des enfants, peut détruire des jeunes femmes, peut détruire des gens qui sont en construction. Exactement. Et c'est vrai que on le voit même notamment actuellement avec bientôt la sortie de la petite sirène. Bien sûr. Je sais pas si t'as vu. Il y a des polémiques inutiles autour de ça. Il y a les polémiques, mais il y a aussi ces vidéos de ces petites filles qui, moi, ça m'a fait pleurer quand j'ai vu ces vidéos-là, qui disent, mais en fait, elles me ressemblent. Ouais. Et j'ai même vu des hommes adultes, 40, 50 ans, qui disent, mais elle me ressemble. Et en fait, c'est à ce moment-là que je pense qu'on comprend le pouvoir de fait d'être représenté surtout sur ce type de plateforme, sur les films. Dans la société, tout simplement. Ton podcast est important, les films sont importants, et même moi, mes participations au concours de beauté, en fait, une fois que justement j'avais la maturité nécessaire pour assumer et de comprendre l'impact que je pouvais avoir sur les petites filles, tu te rends compte que, enfin moi je m'en suis rendu compte au cours de ma construction que je pouvais avoir un impact sur les autres, comme c'est bizarre mais la photo de Tina Tunake, elle a eu un impact sur moi. C'est exactement ça, et c'est là où on travaille nous particulièrement sur Instagram. Et c'est là aussi où le rôle de l'influence, tout le monde n'aimait pas ce mot à un moment, mais en fait, si l'influence est bien utilisée, il peut débloquer des situations, débloquer des gens
Et du coup, je pense que les personnes qui ont grandi avec Instagram, ils ont à la fois une force et une faiblesse. La faiblesse, c'est oui, effectivement, t'es bercé d'images ultra léchées toute la journée, de filtres ou autres. Vie parfaite. De vie parfaite qui font que tu dis ma vie c'est de la merde. Bip, je sais, mon équipe elle va pas kiffer du tout, mais c'est pas grave. Ma vie c'est de la merde, je suis pas assez riche, je suis pas assez belle, je suis pas assez mince. Mais de l'autre côté, tu as surtout la possibilité de taper juste un hashtag et de trouver des gens qui te ressemblent et que tu vas trouver beau et tu vas dire mais en fait moi aussi, tu vois. Et après, tu peux rentrer dans un autre engrenage où toi aussi tu veux partager. Et c'est ce qui s'est passé avec toi. C'est ça, et puis surtout, c'est comme avant, tu vois, quand t'étais dans un petit village, bon, s'il y avait personne qui justement te ressemblait, bon, tu pouvais pas aller chercher très très loin au-delà de la rue, alors que maintenant, qu'importe le lieu dans lequel tu te trouves, si tu veux trouver quelqu'un qui te ressemble, si tu veux t'inspirer de, je sais pas, du mindset des États-Unis, de la représentation dans tel pays, etc., tu peux le faire maintenant, alors qu'avant, on n'avait pas tous ces outils-là. Donc, c'est vrai qu'il y a du positif et du négatif, parce que tout n'est pas rose. On tend à le rappeler, c'est pas parce qu'on vous montre nos vies en tant qu'influenceur que tout est rose. Mais en effet, l'impact des réseaux sociaux a été positif et négatif. Et voilà. Pour moi, ça a été un tremplin et une façon de pouvoir m'exprimer et de me montrer. Et quand je vois qu'il y a des mamans qui me disent, mais en fait, le seul compte que j'autorise à ma petite fille de suivre, c'est le vôtre. Moi, ça me choque déjà parce que j'oublie en fait des fois l'impact que je peux avoir sur les autres. Et j'en ai rencontré des personnes lors de mes élections ou dans des petites salles à travers la France et des petites filles qui venaient avec leur afro et qui me disaient en fait je l'ai mis parce que t'es là. Et j'en ai versé des larmes. Parce que j'oublie, en fait. Pour moi, je le porte parce que j'en suis fière. Mais ça devient naturel. Ça devient naturel. Avant d'être naturel, toi-même, tu savais que c'était un combat. C'est ça. Alors, je me suis battue pour l'avoir, je me suis battue pour l'assumer. Et maintenant, toujours même lors d'un premier rendez-vous, même professionnel, je préfère venir avec mon afro parce que c'est moi, plutôt que de le cacher. Je préfère déjà annoncer la couleur. Ah oui. Non, les entretiens avec un chignon, non. Parce que je sais que ça existe. Je sais qu'il y en a beaucoup qui cachent leurs cheveux lors de leurs premiers entretiens parce que on sait jamais. Mais c'est triste. Non, mais c'est triste, c'est sûr. Mais tout le monde n'a pas forcément la force de caractère pour pouvoir. Mais après, c'est avec le temps, avec l'âge, l'expérience. Je suis d'accord avec toi. Et justement, qu'est-ce qui t'a poussé à faire Miss Guadeloupe? Alors, il y a eu je pense comme toute petite fille, il y a les princesses, les robes, mais ça c'est quand on est petite. J'ai regardé mes premières élections, j'avais 2-3 ans apparemment. Je restais scotchée devant la télé, donc pour moi c'était le conte de fées. C'est un rêve d'enfant. Un rêve d'enfant. Et ensuite, ayant eu un parcours de vie assez compliqué du fait que du handicap de mes parents, j'ai eu beaucoup de responsabilités. J'ai voulu me mettre au service des autres et j'ai commencé très jeune l'associatif. Je suis partie au Burkina Faso, j'ai toujours essayé d'aider les gens autour de moi et je disais à ma mère que si je pouvais avoir un seul métier dans ma vie, c'était de faire de l'asso et puis aider les gens. Mais après j'ai très vite compris qu'en fait qu'il fallait que je paye mon loyer. Tu payes tes factures. Exactement. Du coup et en fait, après avoir vécu pas mal d'épreuves sur le plan personnel, notamment familial, je me suis rendu compte que j'avais envie d'être porter un message. Je suis issue d'un métissage, de la Réunion, de la Guadeloupe, c'est des cultures fortes. Ah, moi je me rappelle qu'il y avait une polémique autour de ça. Ah non, elle est pas à vous, elle est à nous, elle est pas en Guadeloupe, elle est à la Réunion. Non, c'est ça. En fait, il y a des Guadeloupéens qui me disaient que j'étais pas assez guadeloupéenne et puis qui disaient que j'étais réunionnaise, etc. Mais je me disais, mais en fait, mon but c'est de représenter la France à l'international, donc pourquoi pas être un mix de tout. Voilà. Et au final, c'est ce que je suis, j'en suis tellement fière et c'est ma plus grande richesse en fait d'avoir justement pu voyager un petit peu à travers le monde et du coup une fois que je suis arrivée en Guadeloupe j'étais tellement fière de mes origines, j'étais tellement fière de ma culture et je sentais que j'avais envie de propulser mes régions le plus loin possible mais surtout je savais que je pouvais avoir un impact sur la vie des gens. Pour toi, lors de moments où parce que désolée, mais moi, ce que je me rappelle, c'est que avant toi, il y a eu quelques femmes naturelles, mais je pense que tu as été un tournant principal dans ces élections de Miss qui portent leur afro.
je respecte le comité, il y a pas de souci. Et puis c'est aussi, et c'est ça qu'on dit, c'est que toutes les filles qui sont très belles et qui ont un afro vont pas forcément aller se représenter parce qu'elles se disent, je vais me retrouver avec une barrière à cause de mes cheveux. Il y a aussi ça. J'y ai pensé aussi. Pendant longtemps, donc tu y as pensé. Donc justement, est-ce que tu penses que tu as été un des déclics qui fait qu'on voit, et là on peut le voir encore, qu'il y a de plus en plus de jeunes filles, et maintenant de toute la France, et plus uniquement Guadeloupe, Martinique, Réunion, qui se représentent sur d'autres zones et qui elles portent leur afro. Alors je pense qu'il y a eu plusieurs étapes, notamment il y a eu la participation d'Alicia Eliès aussi, qui est Miss Guyane, qui a été Miss France, qui elle portait son afro. Il y a eu Morgane Edwige aussi, qui portait son afro, qui est Miss Martinique et première dauphine de Miss France. Et elles ont amorcé un peu justement cette approche du cheveu naturel dans le concours Miss France. Et moi, elles m'ont impactée personnellement. Mais ensuite, c'est vrai que mon année, ma promotion, tout particulièrement au-delà de moi, ma promotion sur 30 filles, il y avait 10 filles aux cheveux naturels. Voilà. Il y avait 10 afros. Et cette année-là, c'était justement mes amis, Miss Limousin, Miss Nord-Pas-de-Calais, des filles qui ne venaient pas, qui n'étaient pas représentantes des Outre-mer. Des Outre-mer, c'est ça que j'avais remarqué. C'est pour ça que j'ai vu cette transition-là. Alicia est fabuleuse, bien entendu. Voilà, mais je crois que c'était la seule. Les autres avaient peut-être les cheveux lissés ou plaqués, voilà. Et mon année, on était 10. Et c'est vrai que par contre, je me suis dit, avec mon afro, ça va pas être facile. Je suis pas la seule, ça va pas être facile. Au-delà de ça, je me suis dit, ça va pas être facile. Je me suis dit aussi, clairement, il y a eu des Miss des Outre-mer il y a peu de temps, donc ça va pas être facile. Pourquoi ce serait moi, ouais. J'ai vu des groupes sur Facebook où clairement des parents me descendaient en disant que on peut pas mettre une couronne sur un cheveu frisé. Oui. Où est-ce qu'on met la couronne, évidemment. Ouais. Donc j'ai su que j'allais devoir me battre et je savais que ma couleur de peau, au-delà, pas dans l'organisation Miss France, je me suis pas sentie pas à ma place ou quoi que ce soit, mais les commentaires continuels durant toute l'aventure ont fait que, comme je pense la plupart de la communauté afro-caribéenne en France, j'ai dû me battre peut-être encore plus. Ouais, tu as eu un peu plus la rage. Après, ça, c'est comme c'est mon caractère, d'être toujours au taquet. Mais je me suis dit, mais en fait, Ophélie, si tu veux aller au bout de cette aventure-là, va falloir te battre. Faut se blinder. Faut se blinder. Et je pense que oui, toutes ces femmes-là, et jusqu'à aujourd'hui, je vois les élections de cette année encore, Miss Aquitaine avec un afro, etc. Ça me fait énormément plaisir de voir qu'il y a des filles qui étaient dans des régions de la France hexagonale qui aujourd'hui osent s'assumer. Se sentir seules à un moment et finalement osent se sentir s'assumer. Et qui m'ont demandé qui m'envoient des conseils, qui me demandent, Ophélie, comment je peux mettre en avant mes cheveux lors de l'élection, voilà. Ouais, et à tel point que finalement, non seulement elles se sont présentées, mais en plus, dans leur secteur Nord-Pas-de-Calais ou autre, ont été élues. C'est ça. Et donc ça fait énormément plaisir et de toute façon, je pense qu'on est dans cette période, ça fait je pense une dizaine d'années maintenant où le cheveu naturel reprend le dessus et que on comprend aussi parce que il y a une histoire aussi derrière tout ça. Et que moi j'avais pas forcément compris que en fait la haine que les gens avaient envers nos cheveux, enfin la haine, je sais pas si c'est le mot approprié, mais c'était historique et que ça ne venait pas dire. Ça vient de loin. Ça vient de loin. Notre différence capillaire vient de loin et surprend et effectivement, mais de toute façon on sait que My Hair, My Power, c'est exactement ça. C'est que tu peux lancer aussi un message rien qu'en portant juste ton cheveu naturel qui peut être politisé. Et ça, bien entendu. Et du coup, ce qui traîne surtout sur les réseaux aussi en période d'élection, c'est l'équipe de la coiffure. Pendant des années, on a vu certains cheveux se voir altérés. La beauté des afros du début n'est pas forcément la même à la fin des règnes. Est-ce que tu crois qu'il y a eu une avancée justement maintenant que toi tu observes les autres années justement, est-ce que tu penses que l'organisation a commencé à comprendre le message et justement a commencé à changer les choses pour avoir des gens qui soient équipés intellectuellement et techniquement pour mieux s'occuper des cheveux de ce type?
Alors j'étais pas là avant. Mhm. Je n'étais pas là avant. Cependant, j'ai observé plusieurs choses qui, jusqu'à aujourd'hui, en fait, se reflètent même moi dans mon travail en tant que mannequin. La personne qui m'a coiffée à Miss France est ma coiffeuse jusqu'à aujourd'hui. C'est une femme noire. Tu parles de Cricri. Christelle Claricia, qui, elle, maîtrise le cheveu frisé parfaitement. Cependant, ce que j'ai constaté... Elle était seule sur le set. Ce que j'ai... Pardon. Mais justement, c'est ça le souci, c'est que ce que j'ai constaté, moi je ne sais pas comment ça se passait les autres années parce qu'en fait, il y a moins d'afro. Ça fait des années qu'elle le fait. Il y avait moins d'afro. Ça fait des années qu'elle est seule sur le set, c'est quasiment, je pense. C'est ça. Il y avait peut-être moins d'afro, donc évidemment, si elle est toute seule, bon, elle a 3-4 filles à gérer. Ouais, ça va par rapport sur les 30. Excuse-moi, à la fois, quand t'es coiffeur. Donc, en fait, tu sais maîtriser les deux textures. C'est justement. Donc, elle peut gérer les Miss et de l'autre côté, s'occuper aussi d'une Miss Hauts-de-France, blonde aux yeux bleus, avec les cheveux raides. Clairement. Et moi, mon année, c'est vrai qu'avec 10 afro. Là, elle a dû courir partout. Et elle a dû courir partout et elle me faisait clairement un peu de la peine, quoi. Ouais, c'est-à-dire que par contre, il y avait des personnes qui souvent les jeunes, on va dire. J'ai même une fille que j'ai rencontrée là-bas qui est devenue mon amie aujourd'hui et qui a envie d'apprendre le cheveu frisé. Je la conseille, elle teste, voilà. Parce qu'il y a des jeunes qui ont envie d'apprendre, donc elle était assistée par des personnes qui avaient envie de l'aider. Cependant, la plupart des coiffeurs présents sur le set de Miss France ne savent pas du tout gérer les cheveux frisés. Bien sûr, là on arrive devant un problème. Problème de formation, d'envie, parce qu'on dit qu'il y a des formations, ok, mais je pense pas que ça soit la course pour certains pour aller se former. Je suis d'accord avec toi. En fait, on arrive à un moment, à un tournant où les mondes vont se cracher l'un contre l'autre. 6 personnes sur 10 dans le monde n'a pas les cheveux raides. 4 personnes sur 10 en France. Donc en fait, si tu sais pas coiffer 40% de la population, en fait t'es pas coiffeur, tu sers plus à rien. Ah mais clairement. Et puis aujourd'hui, même en tant que mannequin, rares sont les fois où j'arrive et sur un set, il y a quelqu'un qui est prêt à te coiffer. Non, parce que en général, on m'accueille avec une laque, une petite brosse de bébé. Et là, j'ai déjà fait des expériences. Honnêtement, je suis sortie de mon lit, j'ai juste mis un élastique. Sans brosser, rien, je me suis dit, on va voir ce qui va se passer aujourd'hui. J'ai déjà fait des campagnes comme ça. Pourtant, c'était des grosses campagnes, mais je me disais, en fait, au bout d'un moment, je peux pas faire leur travail. Je peux pas faire leur travail. Les filles avec les cheveux raides, elles arrivent, elles sortent du lit, elles arrivent, on sait qu'elles vont être coiffées, lissées, machin. Etc. Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi, Eh ben, moi, je suis arrivée en sortant du lit, on m'a dit, ah bah c'est super. Ah bah c'est super, c'est magnifique comme ça. J'ai dit non, je suis pas coiffée là. Je suis pas coiffée, je sors du lit, mes cheveux ne sont pas plaqués, même si vous les attachez, faites un effort. Et ça m'arrive tout le temps. Et le problème, je pense que l'organisation Miss France, par contre, là-dessus, doit pouvoir engager des coiffeurs qui savent faire tous les types de cheveux. Parce que maintenant, qu'importe en fait vos origines, votre ethnie ou quoi que ce soit, il y a des personnes qui sont qualifiées pour gérer tout type de cheveux. Bien sûr. Et là, par contre, en fait, au bout d'un moment, c'est se tirer un peu une balle dans le pied de... Enfin, moi, je sais pas, je suis coiffeur, si je ne sais pas gérer toutes les textures, enfin, au bout d'un moment, je veux pas de contrat. Non, c'est ça. Je suis d'accord avec toi. Il faut qu'il y ait une volonté qui va dans les deux sens. Et ça doit justement bien avancer. Et du coup, comme tu as été élue première dauphine Miss France, si je me rappelle bien, ça te donne ça te donne accès immédiat, les portes s'ouvrent, le sésame, à Miss Europe, c'est bien ça? Alors j'ai fait l'élection de Miss Monde. Et du coup, dans le top 5, en fait, chaque fille il y a le classement en tant que première dauphine, première, deuxième, troisième, quatrième, et ensuite chaque fille est représentante d'un continent. Et donc ils choisissent un top 6, 7 en fonction. Il y a Miss Afrique, Miss Europe, Miss Amérique, Océanie, tout ça. Du coup, je suis Miss Europe et deuxième à l'élection de Miss Monde, donc première dauphine de Miss Monde. Alors justement, lors de l'élection Miss Europe, où tu étais absolument sublime. Merci. Donc, est-ce que ce sont les équipes Miss France qui viennent avec toi sur le set ou est-ce que c'est les équipes de l'organisation Miss Europe? Une et deux. Hein? Ni l'une ni l'autre? Non, lors de l'élection de Miss Monde, je me suis préparée toute seule.
Ok. Et l'élection de Miss France étant le même jour que l'élection de Miss Monde, l'équipe de Miss France n'était pas là le jour de mon élection. Donc, waouh. Donc, je me suis préparée toute seule. Et est-ce qu'ils ont compris qu'il fallait prendre maintenant, enfin, que vous étiez bonne et que vous risquez d'avoir des titres et qu'il faudrait peut-être vous accompagner pour éviter que vous... Là, il y a quelque chose à faire, les gars. Parce que t'aurais fini première, hein. En fait, après, c'est vrai que je sais qu'en tant que première dauphine, le fait d'avoir été première dauphine de Miss Monde, c'est déjà un exploit. Oui, mais je me rappelle, c'était un exploit. Parce que voilà, je suis pas Miss France, donc je suis très compétitrice. Écoute. Je suis très compétitrice, mais en fait, je pense que pour cette élection, du moins, peut-être un peu moins pour Miss Univers, il faut croire en ce titre-là, parce que c'est un titre qui comporte, au-delà de la beauté, un impact tellement beaucoup plus... c'est plus grand. Plus grand, c'est le caritatif avant tout, c'est l'aide à personne avant tout. Et donc du coup, moi j'étais convaincue de ce rôle de Miss Monde et je voulais ce rôle de Miss Monde. Si on n'est pas passionné du rôle, si on se visualise pas avec cette couronne, on peut pas aller jusqu'au bout. Et mais du coup, c'est vrai que la préparation pour l'élection de Miss Monde a été très difficile. Miss France, ils nous payent la licence. Ils nous accompagnent sur le plan administratif, sur toutes les démarches, voilà, pour qu'on puisse se rendre parfaitement là-bas. On a des cours de make-up et coiffure aussi, mais après tout le reste, la garde-robe, les shootings photos, les vidéos de présentation, vidéos du parcours associatif, en fait tout le reste. C'était moi avec mes petits sacs dans Paris sous la pluie, en train de faire mes petits rendez-vous, en train de pleurer parce que mes sacs sont trop lourds, enfin voilà. Et c'est vrai que je viens pas d'une famille très aisée non plus. Oui, donc c'est pas facile, c'est pas easy derrière. Voilà. Donc là, ce que tu es en train de me dire, c'est que, enfin je sais pas, le comité Guadeloupe, lui aussi t'a supporté une fois que tu passes de Guadeloupe à Miss ou première dauphine, est-ce qu'il y a encore un soutien de Miss Guadeloupe, qui est la première à t'avoir mis entre guillemets sur le terrain, ou est-ce que non, vraiment tu dois avancer toute seule? Alors ça, en fait, pour les élections internationales, on a le choix de faire notre propre équipe. Et c'est vrai que cette année-là, il y avait aussi Clémence Bottineau qui se préparait à l'élection de Miss France. Donc j'ai eu évidemment, j'avais leur soutien, évidemment, mais ils m'ont aidé sur quelques parties de mon organisation, de ma préparation. Mais c'est vrai que principalement, c'est la petite équipe que j'ai constituée qui s'est organisée pour ma préparation. Mais évidemment, j'avais leur soutien inconditionnel pour cette élection, mais la majeure partie de ce qui a été réalisé a été fait par cette petite équipe-là. D'accord. Donc là, mon sourcil est froncé parce que là, il y a clairement quelque chose à faire. C'est-à-dire que si tu veux porter un message encore plus haut et plus grand et plus fort, et encore plus, à mon avis, quand tu viens justement de Guadeloupe ou des Outre-mer, ça doit être encore plus difficile que les filles qui sont sur le territoire de la métropole. Donc clairement, il y a une organisation à avoir. Tu peux pas avoir une première dauphine et entre guillemets... donc là, clairement, il y a quelque chose à faire et ça pourrait être super sympa. En tout cas, de nous de savoir, nous, de notre côté en tant que marque, même si c'est pas pour afficher la marque, c'est se dire qu'il y a un soutien à faire encore plus sur les Miss naturelles qui partent en élection internationale. Ça été génial. J'aurais appelé tout le monde, tout ça. Et à cette époque-là, je venais d'être première dauphine de Miss France. On me connaissait pas vraiment. J'envoyais des messages aux marques, surtout tout ce qui est les showrooms, voilà. Ils savaient pas d'où est-ce que tu allais, d'où tu venais. Et puis apparemment, ils avaient pas forcément la facilité de prêter à des personnes de métisses, noires, voilà, donc c'était un peu, moi j'ai eu du mal à trouver un costume national, on m'a lâché 2 jours avant mon départ à Miss Monde, je suis partie, j'avais pas de robe de finale, j'avais rien en fait. Mais j'avais tellement la rage. Ouais, t'avais envie. Malgré tout ça. Ouais, j'avais tellement envie et j'avais quand même envie de représenter la Guadeloupe, de représenter la Réunion. Le comité Miss Guadeloupe aussi, il m'a porté ils m'ont aidé jusqu'à cette élection-là. J'étais très reconnaissante de tout ce que j'avais pu apprendre avec eux. Et même si l'accompagnement, il a été un peu plus moindre. Bien sûr, parce que tout tombe en même temps en plus. C'est ça. C'était le même jour, donc. C'est le même jour et ce qui est incroyable, tu te dis, mais comment c'est possible? Mais c'est comme ça, il faut accepter. Il faut accepter, mais c'est dans l'adversité et c'est pour ça que cette victoire, elle est encore plus belle. Que je considère comme une victoire parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit t'as perdu 2 fois. Pardon? Oui. Mais sauf que après ça dépend comment vous évoluez dans votre vie, votre point de vue, parce que moi j'ai rien perdu. J'ai jamais perdu.
toutes ces premières dauphines, peut-être que c'était à une marche de la victoire, entre guillemets. Mais pour moi, je l'ai pas pris comme un échec. Et ça dépend comment vous vivez ce genre d'événement. Sur le podium, allô. Voilà. Donc moi, j'étais super satisfaite, en fait. Avec mes petits moyens, il y avait toute ma famille, en fait, à Londres. Il y avait les Réunionnais, il y avait les Guadeloupéens, il y avait mes frères qui étaient là, ma mère. Ils avaient le plus grand drapeau de la salle. Et on n'avait pas d'argent, mais on s'en fichait. On se disait, mais c'était un moment incroyable. Mais c'est un moment incroyable à vivre. Ouais, c'était fou. Donc chaque continent a sa représentante, mais c'est toujours l'élection de Miss Monde qui découle de tous les titres après. Voilà, même si l'élection de Miss Europe va peut-être qui est une autre élection annexe qui va peut-être être relancée, mais pour le moment on n'en est pas là. Mais là je suis première dauphine de Miss Monde. Oh là là, félicitations. Merci. Et donc justement, on a bien abordé en fait un petit peu ton écosystème et en plus donc du mannequinat et finalement du monde des Miss, tu as démarré donc justement sur les réseaux sociaux où tu commences à faire ce qu'on appelle de l'influence. Explique-nous un petit peu comment toi tu gères tes contrats, est-ce que tu reçois pas mal de demandes, est-ce qu'il y a des choses que tu refuses de faire et quel est ton lien avec ta communauté, qu'est-ce que tu cherches à partager dessus? Alors, c'est vrai que j'ai toujours aimé... ça fait très très longtemps que je suis des youtubeuses. À l'époque, c'était les blogs et YouTube. Ouais. Il y a au moins 10 ans, quand j'étais au collège, je suivais Sananas, Black Beauty Bag. Voilà, je les suivais depuis un petit moment. Et j'avais une mère assez stricte qui voulait absolument pas que je me lance sur les réseaux sociaux. Donc je postais 1 ou 2 photos de temps en temps et elle voulait que je me concentre absolument sur mes études, tout ça. Mais j'ai toujours aimé en fait faire des tutos, tester des recettes chez moi pour mes cheveux. C'est vrai que je suis focus mode, cheveux, tout ça. Mais en fait je partage ma vie sans la mettre en scène. Oui. Et parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui mettent en scène leur vie, qui créent des moments. Ils ont un besoin naturel, les gens, de personnes naturelles. Ouais, et il faut, de temps en temps, moi aussi, je sors pour faire juste une photo parce que j'ai besoin d'un contenu, voilà. Mais en fait, je montre ma vie et juste... la vraie vie, ouais. La vraie vie, mes rendez-vous, mes galères, voilà, que je suis enfermée derrière ma porte. Serrure, voilà. Que je pleure, voilà, mais après, je montre pas tout, loin de là. Bien sûr, parce qu'il faut garder une partie de sa vie. Voilà. Mais je suis en contenu lifestyle, je partage ce que j'aime. Et vu que j'aime énormément de choses, j'essaye de contenir un peu tout, mais c'est compliqué parce que j'aime faire trop de trucs en même temps. mais du coup, pour mes contrats, pour mes contrats, je suis en agence d'influence, je suis en agence de mannequins et du coup, j'ai des agents qui s'occupent de gérer un peu tout ça. Mais c'est vrai que je leur dis mes envies. Je commence déjà à penser à l'après, comment je vais pouvoir créer mon business, lancer quelque chose de plus concret, parce que c'est concret ce que je fais. Je suis contente de faire ce que je fais, mettre en avant des marques, mettre en avant des vêtements, des créateurs. Mais à un moment donné, je suis encore jeune. Je suis très exigeante avec moi-même. Je veux toujours aller plus vite, mais il va falloir investir, je veux créer mes petits bébés, quoi, mes petits... Ouais, tu veux quelque chose qui te corresponde, petits projets. Tes projets que tu mènes de A à Z et pas forcément supporter le projet des autres. Exactement. Et du coup, est-ce que tu penses que ta carrière en France et ta carrière à l'international, est-ce que tu vois vraiment une différence dans cette gestion et ce rapport que les gens, justement, à l'international ont avec tes cheveux? Est-ce que tu te dis c'est plus accepté, c'est mieux valorisé ou finalement c'est la merde partout où on se présente? Je suis concrète, hein, moi. En fait, tu comprends que tu vas être la noire du quota. Et tu te fais refouler aussi des castings. Non, je ne veux pas de vos cheveux aujourd'hui, le nombre de fois où on m'a dit ça. Et en fait, il y a des... Moi, je m'en fiche, en fait. Je le prends et parce voilà. Que ça fait partie du truc. Ça fait partie du truc. Mais même quand on te regarde dans la rue, quand t'es épié, quand tu as l'impression... T'es différente, tu sens ta différence. Je suis différente. De nouveau, tu te retrouves au fin fond de ton village. Exactement. Alors, en France, à Paris, du moins, à Paris, je me sens pas forcément plus lésée que ça. Mais je sais que je dois toujours me battre encore plus. Ouais. Et c'est pour ça que j'ai aussi envie d'aller à l'international, notamment aux États-Unis. On m'a dit que le marché pour les métis était peut-être beaucoup plus ouvert. Bien sûr. qu'à Paris. La concurrence elle est très rude. Peu d'élus pour peu de casting, pour peu de contrats. Exactement. Donc, alors que là-bas, oui, bien sûr. Donc voilà, j'ai vraiment... Leslie, tu connais Leslie? Leslie comment? Leslie Sidora, il me semble.
C'est une mannequin qui était plus size. Mhm. Une magnifique métisse. Ah oui, je vois. Ouais, je suis amoureuse Incroyable. de cette fille. Oui, oui, c'est bon. Je suis amoureuse de beaucoup de filles. Hein. Et cette fille était incroyable. Elle a des courbes incroyables. Et ici, elle était dans le quota, enfin, tu sais, pour tout ce qui est quota plus size, Exactement. tu vois. Et elle avait pas beaucoup de contrats. Mais là-bas, la fille, elle a explosé depuis 4-5 ans. Un peu comme Ashley Graham, mais encore, elle est métisse, elle est française. Et donc, elle a commencé sur du Fashion Nova, sur du Fashion to Figure, etc. Des marques un peu low cost. Là, c'est le visage et le corps pour la marque de Kim K, Skims. Elle a explosé. Et en fait, c'est simple, elle a dit, j'ai traversé l'Atlantique. Ouais, c'est l'Atlantique. Et voilà. Et comment vous voulez que je revienne, en fait? Là, elle a fait du Bulgarie, hein. Ah, mais génial. Là, c'est elle, là, dans cette robe-là, elle est... C'est ça qu'on veut voir. Elle donne mal à la tête, cette fille. Mais j'ai dit à ma mère me disait, pour Noël, elle avait pas de congé, du coup, je lui ai dit, maman, est-ce que je viens te voir en Guadeloupe, tout ça? Elle me dit, non, j'ai pas de congé, voilà. Et elle me dit, je lui dis, maman, j'ai envie de partir aux États-Unis, j'ai envie de tenter ma chance. Elle me dit, je préfère que tu partes que tu mettes de l'argent dans un billet pour que t'ailles aux États-Unis, alors que ma mère, ouais, si elle veut te voir, mais si elle mourrait pour me voir maintenant tout de suite, elle m'a dit, je préfère que tu partes aux États-Unis, que l'argent que tu veuilles mettre là pour faire Noël 3-4 jours avec moi, bah, que tu partes aux États-Unis, que tu fasses ta chance. Écoute, Ophélie, cet échange était magique. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Ce qu'on peut tirer comme conclusion finalement, c'est que tes cheveux font partie de toi, font partie de la force, en tout cas, qui t'habite. Si tu avais une question que tu aurais aimé qu'on te pose un jour, voilà, dans un casting, dans un interview, ce serait laquelle? J'adore faire ce coup-là. Une question? Ouais, en fait, si tu veux, les gens, ils sont interviewés, on t'interviewe toujours sur les mêmes sujets ou autre. Il y a un truc que t'aimerais qu'on te pose, quoi. Aborder... Ouh là là. Alors, attends. Je sais, elle est difficile, celle-là. Une question que j'aimerais qu'on me pose. Waouh. Ou est-ce qu'aujourd'hui, je suis allée bien dans le vif du sujet, j'ai gratté tout ce qu'il y avait à gratter? Non, parce que, en fait, comme je t'ai dit, j'ai pas trop de limites dans mes rêves. J'ai pas trop de... Donc, du coup, la question, c'est quel est ton rêve, là, alors? Quel est ton grand rêve, celui qui est trop grand pour les autres? Bah, mon grand rêve, j'ai déjà eu la chance de réaliser mes rêves, mais c'est pas de la chance. Comme je dis toujours, c'est pas de la chance. J'ai déjà eu la chance de réaliser mes rêves, de participer à Miss Monde. C'était un rêve de petite fille. Et j'y suis arrivée alors que, clairement, ça paraît presque impossible. Et je veux être porteuse de messages et je pense que ça va pas être le combat de ma vie parce que c'est pas un combat, mais j'ai envie de... Une mission. C'est ma mission et je dis toujours que ma mission, c'est de partager, de donner de l'amour aux gens qui sont autour de moi. Oh, always with love. Et du coup, j'ai envie de... Même si c'est dans 30 ans, 40 ans, j'en sais rien, mais qu'à la fin de ma vie... J'ai eu un impact dans la vie des gens. Je ne sais pas encore comment, mais on verra. On verra. Et dernière question, si tu devais citer 3 personnes que tu aimerais que j'invite derrière ce magnifique micro rose. Alors, j'aimerais que tu invites Rokhaya Diallo. Ok, noté. Qui d'autre Qui d'autre Une de mes copines, Alicia Eliès. Oui, c'est noté aussi. on note. Et un garçon. J'aurais dit qui lui aussi a des cheveux frisés, qui est dans le monde de la mode, qui s'appelle Yorhan Emmanuel, qui est aussi styliste. Ah oui, que j'adore. Et que j'aime beaucoup son énergie et qui lui aussi, je pense, a un impact en fait. Qui est d'origine guadeloupéenne ou martiniquaise? C'est pareil. On va dire que c'est les Antilles. Oui, c'est chez nous, je sais. C'est un magnifique afro qu'il a coupé il y a pas longtemps. Ouais. Donc voilà. Bon, les personnes good vibes. Voilà, déjà. Il y a plein d'autres personnes auxquelles je pense, mais voilà, si. 23 ans là encore pour longtemps, et je suis sûre que tu vas avoir beaucoup d'impact, et on sera ravis en tout cas de t'avoir pendant longtemps avec nous, à nos côtés, pour faire grandir le mouvement My Hair, My Power, et aussi tout simplement pour t'accompagner sur tes futurs projets. Merci beaucoup. Merci avec beaucoup, plaisir. Ophélie. Merci pour ta bienveillance. Merci.